Versailles. Le château le plus célèbre du monde. Les miroirs, les ors, les jardins à perte de vue. Mais si je vous disais que vivre là-bas était un cauchemar, que les plus grands nobles de France préféraient parfois dormir dans une écurie plutôt que dans leurs appartements du palais, que certains jours l'odeur était si forte qu'on ne pouvait plus respirer, et que des ducs, des comtes, des princes crevaient littéralement de faim à quelques mètres de la table du roi. Ce qu'on vous a appris à l'école sur Versailles, c'est la version officielle, la version dorée, la version qui arrange tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer l'autre version, celle des archives, celle des lettres secrètes, celle que personne n'ose raconter. Une journée complète dans le château du roi Soleil, du lever au coucher, heure par heure. Et je vous préviens, après cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais Versailles de la même façon. Mais avant de plonger dans cette histoire, dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Et si vous êtes passionné d'histoire comme moi, abonnez-vous. Parce que chaque semaine, on déterre ensemble les vérités que les manuels scolaires ont oubliées. Maintenant, remontons le temps. Direction, le château de Versailles. Et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts pour ce qui vous attend. Nous sommes en 1687, le 14 mars exactement. Et dans quelques minutes, le soleil va se lever sur le château le plus extraordinaire jamais construit par la main de l'homme. Mais pour l'instant, il fait encore nuit. Une nuit glaciale de fin d'hiver. Et dans une petite chambre du premier étage de l'aile des ministres, un homme vient d'ouvrir les yeux. Il s'appelle François de la Rochefoucauld. Il a 42 ans. C'est un comte, un noble de rang respectable, issu d'une des plus anciennes familles de France. Et pourtant, en ce moment précis, il tremble de froid sous une couverture trop fine, dans une pièce si petite qu'il pourrait presque toucher les 4 murs, en tendant les bras. 12 mètres carrés. Voilà ce que le château de Versailles lui a accordé comme logement. 12 mètres carrés pour un comte. Il partage cette chambre avec son valet, qui dort sur une paillasse au pied du lit. Et parfois, quand un cousin de passage a besoin d'un toit, ils se serrent à 3. Vous imaginez peut-être Versailles comme un palais de rêve où chaque noble disposait d'appartements somptueux. La réalité était tout autre. Le duc de Saint-Simon, l'un des plus grands témoins de cette époque, a écrit dans ses mémoires une phrase qui résume tout. Je cite « Les appartements des courtisans étaient si petits et si mal commodes qu'on y étouffait l'été et qu'on y gelait l'hiver. » Et ce matin de mars 1687, notre comte gèle. Littéralement. Il n'y a pas de chauffage dans sa chambre. Les fenêtres mal ajustées laissent passer des courants d'air glacé. Sur la table de nuit, l'eau de la carafe a formé une fine couche de glace pendant la nuit. C'est arrivé plusieurs fois cet hiver. Vous vous dites peut-être que c'est normal pour l'époque, que tout le monde vivait ainsi, mais non. Sur ces terres, en province, le comte possède un château bien plus confortable que cette chambre misérable. Des cheminées qui fonctionnent, des murs épais, des domestiques en nombre suffisant pour maintenir une chaleur agréable. Alors pourquoi reste-t-il ici, dans ce réduit glacé, à des centaines de kilomètres de chez lui? La réponse tient en un mot, le roi. Louis XIV a compris quelque chose de fondamental sur la nature humaine. Il a compris que le pouvoir ne se mesure pas seulement en armée et en territoire. Le vrai pouvoir, c'est de faire venir à soi ceux qui pourraient vous menacer. C'est de les rendre dépendants de votre regard, de votre sourire, de votre simple présence. Avant Versailles, les grands nobles de France vivaient sur leurs terres. Ils commandaient à des milliers de paysans. Ils levaient parfois leurs propres armées. Ils complotaient entre eux, contre le roi, pour le roi, selon les circonstances. La Fronde, cette guerre civile qui a traumatisé l'enfance de Louis XIV, a été menée par ces nobles trop puissants. Alors, Louis XIV a inventé Versailles. Pas seulement un château, un piège. Une cage dorée d'où personne ne voulait s'échapper, parce que s'échapper, c'était disparaître. Le roi ne connaissait que ceux qu'il voyait. Un noble absent de Versailles était un noble oublié. Plus de faveurs, plus de pension, plus d'influence, plus rien. Et c'est pour cela que notre comte François de la Rochefoucauld accepte de geler dans sa chambre de 12 mètres carrés. C'est pour cela qu'il a quitté ses terres confortables, sa famille, sa vie, pour avoir une chance, une simple chance, d'être remarqué par le roi Soleil. Mais ce matin, avant même de penser au roi, il doit affronter une épreuve plus immédiate. Il doit se lever. Et se lever à Versailles, ce n'est pas simplement sortir de son lit. Il repousse la couverture,
L'air froid le frappe comme une gifle. Son valet s'agite déjà, prépare les vêtements du jour. Des vêtements qui ont coûté une fortune. À Versailles, on ne porte pas n'importe quoi. L'étiquette impose des tenues précises, renouvelées chaque saison. Un habit de cour peut coûter l'équivalent de plusieurs années de revenus d'un paysan. Et il en faut plusieurs, pour varier, pour ne pas paraître négligé ou, pire, pauvre. Notre comte enfile sa chemise, puis son juste au corps brodé. Il ajuste sa perruque, cette masse de cheveux artificiels qui pèse sur son crâne, et lui donne des maux de tête constants. Mais sans perruque, pas question de se montrer. Le roi porte perruque, donc tout le monde porte perruque. Il est maintenant presque 6 heures du matin. Dans 2 heures, le lever du roi commencera. Cette cérémonie sacrée où Louis XIV sort de son lit devant un public choisi de courtisans. Notre comte a réussi, après des mois d'efforts, à obtenir le droit d'y assister. C'est un honneur immense, une victoire. Mais avant cela, il doit traverser les couloirs du château pour rejoindre les salons d'attente. Et c'est là que la première vérité cachée de Versailles va le frapper de plein fouet. Il ouvre la porte de sa chambre. Le couloir est sombre, à peine éclairé par quelques chandelles mourantes. Et immédiatement, une odeur lui monte aux narines. Une odeur âcre, lourde, impossible à ignorer. Versailles, voyez-vous, n'a pas de toilette. Ou plutôt, il en a très peu. Quelques cabinets d'aisance réservés aux plus hauts personnages. Pour les autres, pour les centaines de courtisans qui vivent ici, il y a les chaises percées dans les chambres. Ces sièges avec un trou au milieu et un pot en dessous. Mais les chaises percées ne suffisent pas toujours. Et quand l'urgence presse, quand on est loin de sa chambre, quand la queue est trop longue devant les rares commodités disponibles, alors on fait ce que tout le monde fait. On se soulage dans les coins sombres. La princesse Palatine, belle-sœur de Louis XIV, a écrit dans une lettre datée de 1694 une phrase qui dit tout. Je cite : « Tout le château pue. On fait ses besoins partout, dans les couloirs, dans les escaliers, derrière les portes. L'odeur est insupportable. Notre comte enjambe une flaque suspecte. Il ne s'étonne même plus. C'est Versailles, le château le plus magnifique du monde, et aussi peut-être le plus malodorant. Il continue son chemin, respirant par la bouche pour atténuer la puanteur. Autour de lui, d'autres courtisans émergent de leur chambre, tout aussi élégants, tout aussi parfumés, tout aussi habitués à cette réalité que personne n'ose mentionner dans les tableaux officiels. Parce que c'est ça, le premier secret de Versailles. Derrière les ors et les miroirs, derrière les jardins géométriques et les fontaines majestueuses, il y a cette vérité que l'histoire a préféré oublier. Le château du roi Soleil sentait mauvais, terriblement mauvais. Et ce n'est que le début de la journée, 7h30 du matin. Notre comte a traversé les couloirs malodorants, descendu des escaliers encombrés, croisé des dizaines de visages familiers et inconnus. Il se trouve maintenant dans l'antichambre qui précède la chambre du roi. Autour de lui, une cinquantaine d'hommes attendent en silence. Ils sont tous habillés avec une élégance extrême. Albes, perruques parfaitement poudrées, juste au corps brodé d'or et d'argent, bas de soie immaculé, souliers à talons rouges, cette couleur réservée à ceux qui ont le privilège de fréquenter la cour. Personne ne parle, ou plutôt on murmure, on chuchote. On échange des regards lourds de sens. Parce qu'ici, dans cette antichambre, chaque mot peut être entendu, répété, déformé, utilisé contre vous. Versailles est un monde de surveillance permanente, où la moindre parole imprudente peut détruire une carrière, une réputation, une vie entière. Notre comte observe les visages autour de lui. Il reconnaît des ducs, des marquis, des princes du sang, des hommes dont les ancêtres ont combattu aux côtés de Charlemagne, des hommes qui possèdent des provinces entières, des armées de domestiques, des fortunes colossales. Et pourtant, ils sont là, debout, silencieux à attendre qu'une porte s'ouvre, à attendre qu'un homme se réveille. 8 heures sonnent aux horloges du château. Un valet apparaît et prononce les mots que tout le monde attendait. Le roi va se lever. La porte de la chambre du roi s'ouvre. Et le spectacle le plus extraordinaire de la monarchie française commence. Louis XIV
est encore au lit. Un lit monumental, entouré de rideaux de brocart, surmonté d'un baldaquin orné de plumes d'autruche. Le lit le plus célèbre du monde. Le centre exact du pouvoir français. Les courtisans entrent par ordre de rang, selon un protocole si précis qu'il faudrait des pages entières pour le décrire. Il y a le premier entrée, réservé aux plus hauts personnages, puis la grande entrée, puis la première entrée des chambres. Notre comte fait partie de cette dernière catégorie. Il n'est pas assez important pour voir le roi ouvrir les yeux, mais il est assez important pour le voir enfiler sa robe de chambre. C'est déjà un honneur immense. Le médecin du roi s'approche du lit. Chaque matin, il examine le souverain. Il vérifie son pouls, observe sa langue, s'enquiert de ses selles de la nuit. Ces détails intimes sont discutés devant des dizaines de témoins. La santé du roi appartient à la France entière. Rien n'est privé, rien n'est secret. Sauf ce que le roi décide de garder secret. Puis commence l'habillage, et c'est là que l'étiquette atteint des sommets que notre esprit moderne peine à concevoir. Chaque vêtement est tendu au roi par un courtisan de rang approprié. La chemise, par exemple. Tendre la chemise au roi est un privilège que des familles entières se disputent pendant des générations. Ce matin-là, c'est le duc de Chartres, neveu du roi, qui accomplit ce geste sacré. Il saisit la chemise de lin fin, la déplie avec des gestes mesurés, l'approche du corps royal. Louis XIV glisse ses bras dans les manches. La chemise est ajustée sur ses épaules. Le duc de Chartres recule d'un pas, son devoir accompli. Il vient de toucher le corps du roi. Pendant quelques secondes, il a été le serviteur le plus proche du soleil. Notre comte observe la scène depuis le 3e rang. Il n'a pas le droit de parler. Il n'a pas le droit de s'asseoir. Il n'a même pas le droit de s'appuyer contre le mur. L'étiquette l'interdit formellement. On se tient debout, droit, immobile, le regard fixé sur le roi, mais sans jamais croiser son regard directement. C'est un exercice d'équilibre permanent entre attention et soumission. Saint-Simon a raconté dans ses mémoires qu'un jour, un courtisan s'est évanoui pendant une audience royale. Il était resté debout pendant plus de 3 heures, sans oser demander la permission de s'asseoir, sans oser montrer le moindre signe de faiblesse. Quand il s'est effondré, le roi a simplement fait signe qu'on l'emporte. L'audience a continué comme si rien ne s'était passé. Voilà ce qu'était Versailles. Un monde où l'on pouvait mourir d'épuisement plutôt que d'enfreindre une règle de protocole. Louis XIV enfile maintenant son juste au corps, puis ses souliers à talons rouges, puis sa perruque, cette immense construction de cheveux qui ajoute 20 cm à sa taille et transforme son visage en masque de majesté. Le roi n'est pas très grand naturellement. Mais avec ses talons et sa perruque, il domine tout le monde. C'est calculé. Tout est calculé. La cérémonie du leveur dure environ 1 heure. 1 heure pendant laquelle le roi accomplit des gestes ordinaires, se laver les mains, se parfumer, choisir ses bijoux du jour, devant un public fasciné qui analyse chaque mouvement. Quand Louis XIV fronce légèrement les sourcils, les courtisans se demandent qui a provoqué son mécontentement. Quand il sourit à quelqu'un, tout le monde note le nom du favorisé. Chaque expression du visage royal est un message politique que des dizaines d'hommes tentent de déchiffrer en temps réel. Notre comte, ce matin-là, n'obtient rien. Pas un regard. Pas un mot. Le roi ne l'a probablement même pas remarqué parmi la foule des visages poudrés. C'est une déception, bien sûr. Mais c'est aussi la norme. On peut assister au lever pendant des mois, des années, sans jamais recevoir la moindre attention royale. Et pourtant, on revient. Chaque matin. Parce que le jour où l'on s'absente pourrait être le jour où le roi vous cherche du regard. La cérémonie se termine. Louis XIV quitte sa chambre pour se rendre à la messe. Les courtisans s'écartent sur son passage, s'inclinant profondément sans jamais lui tourner le dos. C'est une autre règle absolue. On ne montre jamais son dos au roi. Quand on quitte une pièce où se trouve le souverain, on recule, face à lui, jusqu'à la porte. Certains courtisans ont développé une habileté remarquable pour marcher à reculons sans trébucher sur les tapis ou les marches. Notre comte sort de la chambre du roi en reculant, comme tout le monde. Il se retrouve dans l'antichambre, puis dans les couloirs. La matinée est déjà bien avancée. Il a passé plus de 2 heures debout, immobile, à regarder un homme s'habiller. Et il considère cela comme du temps bien employé. Parce que c'est ça, la logique de Versailles. Le temps passé près du roi n'est jamais du temps perdu.
Même si le roi ne vous regarde pas, même si le roi ne sait pas que vous existez, vous étiez là, vous avez été vu par les autres, vous faites partie du spectacle. Et dans ce théâtre permanent qu'est la cour de France, faire partie du spectacle est déjà une victoire. Mais la journée ne fait que commencer, et les épreuves qui attendent notre comte sont loin d'être terminées. Car s'il a survécu au Levers, il doit maintenant affronter quelque chose de bien plus redoutable encore. L'heure du repas approche. Et à Versailles, même manger est un combat. Midi sonne aux horloges de Versailles. Dans tout le château, les estomacs commencent à gronder. Mais à la cour du roi Soleil, la faim n'est pas une affaire simple. Elle est, comme tout le reste, soumise aux règles impitoyables de l'étiquette et du rang. Notre comte, François de la Rochefoucauld, n'a rien mangé depuis la veille au soir, un morceau de pain et un peu de fromage, avalé dans sa chambre glaciale avant de s'endormir. Ce matin, il n'a pas eu le temps de se restaurer. Le Levers du roi n'attend pas, et arriver en retard aurait été une catastrophe sociale. Alors il a le ventre vide, et il sait qu'il devra attendre encore, car le repas, à Versailles, n'est pas un droit. C'est un privilège. À midi précis, le roi prend place pour ce qu'on appelle le grand couvert. C'est un repas public, servi dans l'antichambre de la reine, où Louis XIV mange devant un parterre de spectateurs. Pas n'importe quel spectateur. Seuls les courtisans de haut rang sont autorisés à entrer dans la salle et à regarder le souverain se nourrir. Les autres, comme notre comte, doivent se contenter d'observer depuis les galeries adjacentes, à travers les portes entrebâillées, en tendant le cou pour apercevoir la scène. Et quelle scène! La table du roi croule sous les plats. Des dizaines de mets arrivent en procession, portés par des armées de serviteurs en livrée. Des potages fumants, des rôtis de bœuf, de veau, de gibier, des volailles entières, farcies et dorées. Des poissons apportés vivants des côtes de Bretagne, puis cuisinés à la perfection, des légumes préparés de 1000 façons, des fruits confits, des pâtisseries monumentales, des fromages de toutes les provinces, et du vin bien sûr, en quantité généreuse. Louis XIV mange avec un appétit qui stupéfie ses contemporains. Saint-Simon, toujours lui, a noté dans ses mémoires une observation fascinante. Je cite ces mots exacts: « Le roi mangeait prodigieusement, et avec une sorte de majesté même en cela. Le souverain peut engloutir en un seul repas ce qu'un homme ordinaire consommerait en 3 jours. 4 assiettes de soupe différentes, plusieurs tranches de chaque rôti, des montagnes de légumes, et des desserts en quantité impressionnante. Les médecins de l'époque s'inquiètent parfois de cet appétit royal. Ils tentent de modérer les excès, de suggérer des régimes plus légers, mais Louis XIV n'en fait qu'à sa tête. Manger abondamment est une démonstration de puissance. Un roi qui mange peu serait un roi faible. Alors, il mange. Et il grossit avec les années. Et ses dents pourrissent une à une jusqu'à ce qu'il n'en reste plus aucune. Mais cela ne l'empêche pas de continuer à dévorer des quantités stupéfiantes de nourriture qu'il avale sans mâcher, directement dans son estomac. Voilà ce que notre comte observe depuis sa galerie. Un festin royal d'une abondance presque obscène. Mais il y a un détail que les tableaux officiels ne montrent jamais. Un secret que seuls les témoins directs connaissent. La nourriture arrive froide. Les cuisines de Versailles sont situées à plus de 400 mètres de la salle à manger royale. 400 mètres de couloirs, d'escaliers, de passages encombrés par des centaines de personnes. Le temps que les plats fassent ce voyage, portés par des serviteurs qui doivent marcher avec dignité sans jamais courir, ils ont perdu toute leur chaleur. Les potages sont tièdes, les rôtis sont à peine chauds, les sauces sont figées dans leurs récipients. Louis XIV se plaint régulièrement de ce problème. Des archives révèlent qu'il a plusieurs fois exprimé son mécontentement devant des plats servis froids. Les intendants ont tenté des solutions. Des réchauds installés à mi-chemin, des couvercles spéciaux pour maintenir la chaleur, des serviteurs plus rapides, rien n'y fait vraiment. La distance est trop grande. L'architecture du château, conçue pour impressionner plutôt que pour être pratique, condamne le roi à manger tiède. Mais si le roi mange tiède, au moins il mange. Notre comte, lui, a toujours faim. Et c'est là que la vraie cruauté de Versailles se révèle. Vivre à la cour coûte une fortune absolument colossale. Le logement, d'abord. Ces chambres minuscules que nous avons décrites se louent à des prix exorbitants. L'équivalent de plusieurs milliers d'euros par mois,
pour un réduit sans chauffage. Ensuite, les vêtements. L'étiquette impose des tenues renouvelées chaque saison, brodées d'or et d'argent, taillées dans les tissus les plus précieux. Un seul habit de cour peut coûter l'équivalent d'une maison de province. Et il en faut plusieurs pour ne pas porter le même 2 jours de suite. Puis il y a les cadeaux. On ne peut pas fréquenter la cour sans distribuer des présents. Aux serviteurs qui vous ouvrent les portes, aux valets qui vous annoncent, aux secrétaires qui glissent votre nom sur les bonnes listes, aux favorites qui murmurent à l'oreille du roi. Chaque faveur a un prix, chaque sourire s'achète. Le résultat est catastrophique pour les finances de la plupart des courtisans. Des familles nobles qui possèdent des terres immenses, des châteaux, des villages entiers se retrouvent ruinées par les dépenses de Versailles. Elles hypothèquent leurs domaines. Elles vendent leurs bijoux de famille. Elles s'endettent auprès des banquiers parisiens à des taux usuriers. Et malgré tout cela, l'argent manque toujours. La princesse Palatine a écrit une phrase terrible dans une de ses lettres. Je cite « Il y a ici des gens de grande naissance qui n'ont pas de quoi dîner, des ducs qui sautent des repas, des comtes qui se nourrissent de pain sec dans leur chambre, pendant que le roi festoie à quelques centaines de mètres, des marquises qui portent des robes somptueuses, mais qui n'ont pas mangé depuis 2 jours. Notre comte fait partie de ces affamés discrets. Ses revenus de province, autrefois confortables, sont engloutis par les dépenses de la cour. Il a déjà vendu une partie de ses terres pour payer ses dettes. Il sait qu'il devra en vendre d'autres bientôt, mais il reste. Il reste parce que partir serait pire encore. Partir, ce serait admettre sa défaite. Ce serait disparaître du regard du roi. Ce serait mourir socialement. Alors il regarde le roi manger ses 40 plats, le ventre creux, en se demandant comment il va payer son tailleur ce mois-ci. Et le plus ironique dans tout cela, c'est que Louis XIV sait parfaitement ce qui se passe. Il sait que ses courtisans se ruinent pour lui plaire. Il sait qu'ils ont faim, qu'ils ont froid, qu'ils souffrent. Et non seulement il le sait, mais il l'a voulu ainsi. Des nobles endettés sont des nobles dépendants. Des nobles qui ont faim sont des nobles qui espèrent. Et des nobles qui espèrent sont des nobles qui obéissent. Versailles n'est pas seulement un château, c'est une machine à fabriquer de la soumission. Et la faim en est l'un des rouages les plus efficaces. L'après-midi s'étire lentement sur Versailles. Le roi a terminé son repas et s'est retiré pour travailler avec ses ministres. C'est l'un des rares moments où Louis XIV échappe au regard de la cour. Enfermé dans son cabinet, entouré de Colbert, de Louvois et de quelques secrétaires triés sur le volet, il gouverne la France. Des décisions qui affectent des millions de vies se prennent dans cette pièce. Des guerres se déclarent, des impôts se lèvent, des destins se scellent. Mais pour les courtisans comme notre comte, ces heures sont les plus dangereuses de la journée, car c'est le moment des intrigues. Dans les galeries, les salons, les jardins, aux allées rectilignes, des groupes se forment et se défont. On se promène, on bavarde, on échange des nouvelles. Mais derrière chaque conversation aimable se cache une stratégie. Chaque mot prononcé est pesé, calculé, orienté vers un but précis. Qui parle à qui est vu avec qui évite qui. Tout cela est observé, noté, analysé par des dizaines de pères d'yeux attentifs. Notre comte apprend ce jour-là une nouvelle qui le glace. Un rival, le marquis de Seignelay, a été aperçu en conversation privée avec madame de Maintenon. Cette femme discrète, ancienne gouvernante des enfants illégitimes du roi, est devenue son épouse secrète après la mort de la reine. Personne n'est censé le savoir officiellement, mais tout le monde le sait. Et surtout, tout le monde sait que madame de Maintenon a l'oreille du roi comme personne d'autre. Un mot d'elle peut faire tomber un ministre. Un sourire peut propulser un inconnu vers les plus hautes fonctions. Si le marquis de Seignelay a réussi à obtenir une audience privée avec madame de Maintenon, cela signifie qu'il prépare quelque chose. Une demande de faveur, une nomination. Peut-être même une charge que notre comte convoitait lui-même. Il faut réagir, trouver un moyen de se rappeler aux bons souvenirs des puissants, mais comment ? Les audiences sont rares. Les occasions de parler au roi, plus rares encore, et notre comte n'a pas les moyens d'acheter les intermédiaires nécessaires pour approcher madame de Maintenon. C'est cela, la vie quotidienne à Versailles. Une guerre permanente, sans armes visibles, sans bataille rangée, mais tout aussi impitoyable. Saint-Simon a consacré des pages entières à décrire ces combats feutrés. Il a écrit une phrase qui résume tout avec une lucidité cruelle.
Je cite, « Le roi savait tout dire sans rien dire, et chacun tremblait de ne pas comprendre. Chaque sourcil levé du souverain pouvait signifier une disgrâce. Chaque mot aimable pouvait annoncer une promotion. Et les courtisans passaient leur journée à tenter de déchiffrer ces signaux, souvent contradictoires, toujours ambigus. Mais les intrigues ne sont pas le seul danger qui guette notre comte cet après-midi. Depuis 3 jours, il tousse. Une toux sèche, persistante, qui ne le quitte plus. Il a mal à la gorge. Il sent une fièvre légère, montée par moments. Il sait ce que cela signifie. Il est malade. À Versailles, la maladie est une menace permanente. Le château, malgré sa splendeur, est un foyer d'infection. L'eau qui alimente les célèbres fontaines provient de systèmes hydrauliques complexes, mais souvent contaminés. Les égouts sont insuffisants. L'entassement de milliers de personnes dans un espace relativement restreint favorise la propagation des épidémies. Dysenterie, fièvre, variole, tout circule librement dans les couloirs dorés du palais. En 1712, une épidémie de rougeole a frappé la famille royale avec une violence inouïe. En quelques semaines seulement, 3 héritiers du trône sont morts. Le fils de Louis XIV, d'abord le grand dauphin, puis son petit-fils, le duc de Bourgogne, puis son arrière-petit-fils, le jeune duc de Bretagne. 3 générations décimées par une maladie que nous considérons aujourd'hui comme bénigne. Louis XIV, alors âgé de 74 ans, a vu mourir presque tous ses descendants légitimes. Madame de Maintenon a écrit après cette tragédie une phrase déchirante. Je cite, « Dieu nous frappe coup sur coup, le roi vieillit de 10 ans en quelques jours. Notre comte connaît ces histoires. Il sait que la maladie peut frapper n'importe qui, n'importe quand, sans prévenir, mais il n'ose pas consulter un médecin. Les médecins de Versailles sont réputés pour leurs traitements brutaux. La saignée est leur remède universel. Quelle que soit la maladie, on vous ouvre une veine et on vous tire du sang, parfois des litres entiers. Des patients entrent chez le médecin avec une simple fièvre et en ressortent si affaiblis qu'ils meurent quelques jours plus tard. Notre comte préfère souffrir en silence et espérer que son corps guérira de lui-même. La fin de l'après-midi approche. Le soleil commence à décliner sur les jardins et une nouvelle épreuve attend notre comte. La plus redoutable peut-être. Ce soir, c'est le jour des appartements. Les appartements sont ces soirées où le roi ouvre ses salons à la cour. 3 fois par semaine, de 19h à 22h, les courtisans sont invités à se divertir en présence du souverain. On écoute de la musique, on danse parfois, on converse et surtout, on joue. Le jeu est au cœur des soirées de Versailles. Des tables sont installées dans tous les salons. On y joue au lance-quenet, au pharaon, au piquet, à la bassette. Des jeux de cartes où les mises peuvent atteindre des sommes vertigineuses. L'équivalent de dizaines de milliers d'euros actuels change de main en une seule nuit. Louis XIV encourage le jeu. Il y voit un double avantage. D'abord, les courtisans qui jouent sont des courtisans qui restent au château, sous ses yeux au lieu de comploter dans leurs hôtels parisiens. Ensuite, les courtisans qui perdent au jeu sont des courtisans endettés, donc des courtisans dépendants. La logique est toujours la même. Affaiblir pour mieux contrôler. Notre comte entre dans le salon où se déroulent les appartements. La lumière de 1000 chandelles se reflète dans les miroirs de la galerie des glaces, créant une atmosphère féerique. Les plus belles femmes de France sont là, couvertes de diamants et de perles. Les plus grands noms du royaume se pressent autour des tables de jeu. Et au centre de tout, Louis XIV circule, observe, distribue un mot aimable ici, un regard glacial là, un ami, si l'on peut appeler ami quelqu'un à Versailles, fait signe à notre comte de le rejoindre à une table de... Refuser serait impoli. Refuser serait remarqué. Et être remarqué pour avoir refusé de jouer, c'est être soupçonné de ne pas avoir les moyens de perdre. C'est avouer sa pauvreté. C'est se condamner au mépris. Alors notre comte s'assoit. Il sort sa bourse, déjà trop légère, et il commence à jouer. Saint-Simon a écrit sur ses nuits de jeu une observation qui fait froid dans le dos. Je cite, « J'ai vu des hommes quitter la table de jeu, blêmes, ayant perdu tout ce qu'ils possédaient. Et le lendemain, ils revenaient jouer encore. C'est exactement ce qui arrive à notre comte cette nuit-là. Carte après carte, mise après mise, il voit sa fortune fondre. Quand il se lève enfin de la table,
aux alentours de 22 heures, il a perdu l'équivalent de 6 mois de revenus de ses terres. Il est ruiné. Un peu plus ruiné qu'avant en tout cas. Et demain, il reviendra quand même aux appartements. Parce que ne pas revenir serait pire encore. 23 heures sonnent aux horloges de Versailles. Les appartements se terminent. Les courtisans quittent progressivement les salons, certains enrichis, la plupart appauvris, tous épuisés. Mais la journée n'est pas encore finie. Il reste une dernière cérémonie, symétrique de celle qui a ouvert cette interminable journée. Le coucher du roi. Notre comte, malgré sa fatigue, malgré ses pertes au jeu, malgré sa toux qui empire, se dirige vers la chambre royale. Il a le droit d'assister au coucher, comme il a assisté au lever ce matin. Et manquer cette cérémonie serait une faute impardonnable. Le roi remarque les absences. Le roi oublie les absents. La scène qui se déroule est exactement l'inverse de celle du matin. Louis XIV entre dans sa chambre, entouré de ses courtisans les plus proches. Il retire sa perruque, révélant un crâne presque chauve que personne ne voit jamais en public. Il ôte son juste au corps, ses souliers à talons rouges, ses bas de soie. Chaque vêtement est reçu par un courtisan de rang approprié, selon le même protocole immuable que le matin. La chemise de nuit est tendue au roi avec la même révérence que la chemise de jour. Et finalement, Louis XIV se glisse dans son lit monumental, sous les regards de 50 hommes debout, silencieux, immobiles. Le premier valet de chambre prononce alors les mots rituels. Le roi va dormir. La cérémonie est terminée. Les courtisans se retirent à reculons, sans jamais tourner le dos au souverain, jusqu'à ce que les portes se referment sur la chambre plongée dans l'obscurité. Notre comte se retrouve dans les couloirs sombres du château. Il est près de minuit. Il a passé presque 20 heures debout, à marcher, à attendre, à observer, à jouer, à perdre. Il n'a presque rien mangé. Il est malade. Il est ruiné. Et demain, tout recommencera exactement de la même façon. Il traverse les galeries faiblement éclairées par quelques chandelles mourantes. L'odeur est toujours là, cette odeur caractéristique de Versailles que les parfums ne parviennent jamais à masquer complètement. Dans les coins sombres, il devine des silhouettes, des domestiques qui travaillent toute la nuit pour nettoyer, pour vider les chaises percées, pour préparer le lendemain. Des amants qui se retrouvent dans les alcôves profitant de l'obscurité pour des rendez-vous interdits. Des espions peut-être, qui écoutent les conversations imprudentes des courtisans fatigués. Versailles ne dort jamais vraiment. Même quand le roi ferme les yeux, le château continue de vivre sa vie secrète, faite d'intrigues nocturnes et de murmures dans l'ombre. Notre comte regagne enfin sa chambre minuscule. Son valet l'attend, somnolent. Il l'aide à retirer ses vêtements de cour, cette armure de soie et de broderie qui pèse si lourd sur les épaules. Il range la perruque sur son support, il souffle la chandelle, et dans l'obscurité glaciale de sa chambre de 12 mètres carrés, François de la Rochefoucauld, comte de France, descendant d'une lignée glorieuse, s'allonge sur son lit étroit et ferme les yeux. Mais le sommeil ne vient pas. Dans sa tête, les pensées tournent sans fin, les pertes au jeu, les dettes qui s'accumulent. Le rival qui a parlé à Madame de Maintenon, l'atout qui ne passe pas. Et cette question lancinante qui revient à chaque nuit, pourquoi reste-t-il ici? Pourquoi ne rentre-t-il pas sur ses terres, dans son vrai château, auprès des siens, loin de cette folie dorée? Il connaît la réponse, bien sûr. Il reste parce que partir serait mourir. Pas physiquement. Socialement, un noble qui quitte Versailles devient un fantôme. Son nom disparaît des listes. Ses amis l'oublient. Ses ennemis triomphent. Et quand il aura besoin d'une faveur royale, quand il voudra marier ses enfants à de bonnes familles, quand il sollicitera une charge ou une pension, personne ne se souviendra de lui. Le roi ne connaît que ceux qu'il voit, et le roi ne voit que ceux qui sont à Versailles. C'est le piège parfait. Louis XIV n'a pas besoin de chaînes pour retenir ses prisonniers. Il lui suffit de leur faire croire qu'ils sont libres de partir. Libres, mais condamnés à l'oubli s'ils osent franchir les grilles du château. Notre comte finit par s'endormir, épuisé, vers 2 heures du matin. Dans quelques heures, son valet le réveillera. Il enfilera à nouveau ses vêtements de cour, sa perruque, son masque de courtisan, et il recommencera tout depuis le début. Le lever, les couloirs malodorants, la faim, les appartements, le jeu, le coucher, jour après jour, année après année,
jusqu'à ce que la mort le délivre enfin. François de la Rochefoucauld a vécu encore 22 ans à Versailles après cette journée de mars 1887. Il n'a jamais obtenu les grandes faveurs qu'il espérait, jamais de charges importantes, jamais de pension substantielle, jamais ce regard du roi qui aurait changé sa vie. Il est mort pendant le terrible hiver de 1709, cet hiver si froid que le vin gelait dans le carafe et que des milliers de Français mouraient de faim dans les campagnes. Dans ses papiers, on a retrouvé une lettre qu'il n'avait jamais envoyée. Elle était adressée à son fils, resté en province pour gérer les terres familiales. Et voici ce qu'elle disait. « Ne viens pas à Versailles. Reste sur nos terres. Cultive-les. Vis parmi les tiens. Ici, on ne vit pas. On attend, on espère, on se consume. Et quand on meurt, personne ne s'en aperçoit. » Ces mots résument à eux seuls la tragédie de Versailles. Des milliers d'hommes et de femmes parmi les plus brillants de leur génération ont sacrifié leur fortune, leur santé, leur bonheur pour avoir le droit de regarder un roi s'habiller et se déshabiller. Ils ont accepté le froid, la faim, l'humiliation, les odeurs insupportables, parce qu'ils croyaient que la proximité du pouvoir valait tous les sacrifices. Louis XIV a régné 72 ans, le plus long règne de l'histoire de France. Il a bâti un État centralisé, une armée redoutable, une culture qui a rayonné sur toute l'Europe. Mais il a aussi inventé quelque chose de plus subtil et de plus durable. Il a inventé une forme de domination fondée non pas sur la force, mais sur le désir d'être vu, le désir d'être reconnu, le désir d'exister dans le regard du puissant. Et ce mécanisme, vieux de plus de 3 siècles, n'a pas disparu. Il a simplement changé de forme. Aujourd'hui encore, combien d'entre nous courent après des regards, des validations, des reconnaissances? Combien acceptent des sacrifices insensés pour appartenir à un cercle, pour ne pas être oubliés, pour exister aux yeux de ceux qui comptent? Versailles n'était pas une anomalie de l'histoire. C'était un miroir qui nous renvoie encore aujourd'hui notre propre image, celle de nos servitudes volontaires, celle de nos cages dorées que nous refusons de quitter parce que la liberté nous fait plus peur encore que la captivité. La prochaine fois que vous visiterez Versailles, souvenez-vous de cela. Derrière les ors et les miroirs, derrière les jardins parfaits et les fontaines majestueuses, il y avait des hommes et des femmes qui souffraient, qui avaient froid, qui avaient faim, qui se demandaient chaque soir si tout cela en valait la peine. Et la réponse, pour la plupart d'entre eux, est venue trop tard.